Tu n'es qu'un fardeau, a dit papa le jour de mon anniversaire. Cette nuit-là, ils m'ont jeté dehors alors j'ai bloqué leur carte de crédit. Ce qui s'est passé ensuite m'a même choqué. Je suis Amélie, j'ai 22 ans, et jusqu'à l'année dernière, je vivais sous le contrôle financier étouffant de mes parents. Mon anniversaire aurait dû être une célébration, mais il est devenu la nuit où ils m'ont jeté dehors avec seulement 2 valises. Tu n'es qu'un fardeau, a dit mon père alors que je me tenais là, choqué, les larmes coulant sur mon visage. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur fille parfaite avait appris quelques astuces qui allaient geler leur carte de crédit. Avant de raconter comment mon désastre d'anniversaire a mené à leur chute financière, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous pour me rejoindre dans ce voyage de vengeance et de rédemption. En grandissant dans notre vaste maison de banlieue, j'avais tout ce qu'un enfant pouvait désirer matériellement. Ma mère, Marguerite, s'assurait que nous projetions l'image d'une famille parfaite, avec des vêtements de créateur et des cartes de vœux impeccables. Mon père, Marc, conseiller financier à son compte, pourvoyait bien aux besoins mais utilisait l'argent comme des chaînes invisibles. Notre maison ressemblait à une page de magazine mais était aussi froide qu'un coffre-fort de banque. Dès mes premiers souvenirs, rien de ce que je faisais ne satisfaisait ma mère. Mes mauvaises notes étaient des échecs comparés aux excellentes notes qu'elle attendait. Pourquoi ne peux-tu pas faire plus d'efforts est devenu son refrain constant, prononcé avec ce soupir déçu que j'en étais venu à redouter. Mes projets artistiques minutieusement élaborés étaient désordonnés, mes choix d'amis discutables et mon sens de la mode embarrassant. Marguerite avait été reine du bal de fin d'année et major de promotion, des faits qu'elle me rappelait chaque fois que je ne parvenais pas à atteindre ces normes impossibles. Mon père agissait différemment, mais non moins destructivement. Marc critiquait rarement directement, brandissant plutôt l'argent comme une arme. Tant que je paie les factures, tu suivras mes règles, disait-il chaque fois que je remettais en question ses décisions. Quand je voulais rejoindre le club de photographie de l'école, il me rappelait que les appareils photo étaient chers et que mes notes ne justifiaient peut-être pas de telles indulgences. Tout était assorti de conditions. Leur mariage semblait parfait aux étrangers, mais j'ai grandi en entendant des disputes étouffées derrière des portes closes. Ils sont restés ensemble pour le statut et la commodité financière, pas l'amour. Ma mère gérait le calendrier social tandis que mon père contrôlait l'argent, leur lutte de pouvoir silencieuse se jouant à travers moi. Mes réussites scolaires devinrent la propriété de la famille. Quand j'ai été accepté à l'université d'État avec une bourse partielle, mon père s'attribua immédiatement le mérite. Ta mère et moi avons fait des sacrifices pour te donner les bases de cela, annonça-t-il lors du dîner où j'avais espéré célébrer mon accomplissement. La bourse n'était pas suffisante pour couvrir l'intégralité des frais de scolarité, donnant à mes parents le levier qu'ils désiraient ardemment. Ils insistèrent pour établir des comptes bancaires joints pour aider à gérer les dépenses, mais en réalité pour surveiller chaque achat. L'indépendance semblait impossible. L'été après ma 2e année, j'ai tenté de déménager dans un appartement avec des amis, travaillant des quarts supplémentaires dans un café universitaire pour économiser pour le dépôt. Lorsque Marc découvrit mes plans en surveillant mon compte d'épargne, il appela directement le propriétaire et annula ma candidature, prétendant que j'étais financièrement irresponsable. J'avais 20 ans. La pire tactique de contrôle fut le rejet de ma spécialité choisie, le design graphique n'était pas une vraie carrière selon Marc. Les artistes meurent de faim, me rappelait-il lors de nos revues budgétaires mensuelles, où il décortiquait mes dépenses en logiciels de design et en fournitures artistiques. Marguerite ajoutait que je devrais peut-être envisager la comptabilité, comme ma cousine Sophie, qui avait déjà un emploi garanti dans un cabinet prestigieux. J'ai commencé à garder des secrets par nécessité. Mon responsable au café accepta de payer une partie de mes salaires en espèces, que je stockais dans une boîte sécurisée cachée dans ma chambre d'étudiant. Ma meilleure amie, Juliette, devint ma confidente, la seule personne qui savait à quel point je désirais désespérément la liberté. Elle voyait la façon dont je tressaillais quand mon téléphone sonnait avec l'appel de ma mère, et comment ma voix prenait une gaieté artificielle durant ces conversations. La tension s'intensifia durant ma dernière année. 3 mois avant l'obtention de mon diplôme, Marc lança un ultimatum lors du dîner du dimanche, changer de spécialité pour les affaires ou la finance, ou perdre tout leur soutien financier. 4 ans, c'est assez de temps perdu à griffonner, dit-il, coupant sa viande avec des mouvements précis. Il est temps de grandir. Marguerite hocha la tête en accord, ajoutant, ton père et moi ne voulons que ton bien. Cette phase de design graphique a assez duré. Je restais figé, ma fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. Je suis à mi-chemin de mon projet de portfolio final, je ne peux pas simplement changer de spécialité maintenant. Alors,
Je suppose que tu devras trouver comment payer ton dernier semestre toi-même, répondit calmement Marc, comme s'il discutait de la météo plutôt que de démolir mon avenir. Les semaines suivantes devinrent de plus en plus insupportables. Les critiques de Marguerite atteignirent de nouveaux sommets, ciblant tout, de mes cheveux si négligés pour les entretiens d'embauche à mes amis, Juliette n'a clairement aucune ambition. Marc commença à remettre en question chaque transaction sur mon compte, même un café à 5 € devenait sujet à interrogation. L'appartement devint un champ de mines, chaque conversation potentiellement explosive. Ma santé mentale se détériorait sous la pression constante. Juliette remarqua que j'avais perdu du poids et souriait rarement. « Tu as l'air épuisée tout le temps, Amélie », dit-elle lors de notre séance d'études à la bibliothèque, l'un des rares endroits où je me sentais en sécurité. « Je m'inquiète pour toi. » J'ai commencé de petites rébellions. Je restais dehors après leur couvre-feu raisonnable. J'éteignais mon téléphone pendant des heures. Je postulais à des stages en design graphique en secret. Chaque minuscule acte de défi était à la fois terrifiant et exaltant. À l'approche de mon 22e anniversaire, une étrange tension remplit notre maison. J'avais toujours minimisé les anniversaires après des années de déception, mais avoir 22 ans semblait significatif, l'âge où j'obtiendrais enfin mon diplôme et, espérons-le, me libérerait. Juliette veut m'emmener dîner, mentionnai-je avec désinvolture au petit déjeuner. Mes parents échangèrent un regard que je ne pouvais déchiffrer. Nous devrions discuter de tes projets, dit Marc, son ton déclenchant des sonnettes d'alarme, mais il partit travailler avant d'élaborer, me laissant anxieuse toute la journée. Ce soir-là, je reçus un SMS de Juliette, ta mère a appelé, posant des questions bizarres sur tes plans d'anniversaire. Quelque chose ne va pas, appelle-moi. Je m'achetai un petit cupcake au chocolat et une seule bougie à la boulangerie du campus ou une célébration privée, juste au cas où. Quand je rentrai à la maison, j'entendis mes parents se disputer sur la situation et les décisions finales. Leurs voix se turent lorsque mes clés tintèrent dans la serrure. Malgré les signes avant-coureurs, je m'accrochai à un mince espoir. Peut-être avaient-ils reconsidéré leur ultimatum? Peut-être mon anniversaire à venir offrirait-il une chance de réconciliation? Je passai la soirée précédant mon anniversaire à la bibliothèque, à terminer mes devoirs et à éviter l'atmosphère tendue à la maison. Quand je revins, mes parents regardaient la télévision en silence, reconnaissant à peine ma présence. Je me couchai, ressentant un étrange mélange d'appréhension et d'optimisme, ignorant que ma vie changerait complètement en 24 heures. Je me réveillai le jour de mon anniversaire avec la lumière du soleil filtrant à travers mes rideaux, oubliant un instant la tension des semaines précédentes. Pendant un bref moment, je me permis d'espérer qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être mon anniversaire adoucirait-il la position de mes parents, leur rappellerait-il que derrière leurs attentes et ma résistance se trouvait leur fille, une personne méritant l'amour, indépendamment de sa spécialité ou de ses choix de carrière. En bas, mes parents se déplaçaient dans la cuisine selon leur routine matinale habituelle. Ma mère buvait son café noir en consultant ses emails sur sa tablette. Mon père beurrait sa tartine avec une précision mathématique. Aucun des deux ne leva les yeux quand j'entrai. « Bonjour », ai-je risqué, ma voix me semblant petite même à moi-même. Ma mère leva brièvement les yeux, puis retourna à sa tablette. Mon père continua de lire la section financière de son journal. Aucun des deux ne reconnut que ce jour était différent d'un autre mardi. Je me servis du café, le silence pesant sur mes oreilles. Après plusieurs minutes, je ne pus plus le supporter. « C'est mon anniversaire aujourd'hui », dis-je, essayant de garder mon ton léger. « Nous sommes au courant de la date, Amélie », répondit ma mère sans lever les yeux. Je mangeai mon petit déjeuner rapidement et partis pour le campus, retenant mes larmes. Tout au long de la journée, des SMS d'amis illuminèrent l'écran de mon téléphone. Juliette envoya un gif de cupcakes dansant. Mon camarade de classe Théo écrivit « Joyeux anniversaire, génie du design ». Ma colocataire de 2e année se souvint, bien que nous n'étions plus proches. Mais rien de mes parents. Durant mon cours de design de l'après-midi, le professeur Duval remarqua ma distraction. « Tout va bien, Amélie ?» demanda-t-elle après avoir congédié les autres étudiants. « Juste beaucoup de choses en tête », répondis-je en ramassant mes affaires. Elle s'appuya contre son bureau. « Ton projet de portfolio est exceptionnel, tu as un réel talent, ne laisse personne te convaincre du contraire. » Ces mots touchèrent quelque chose de fragile en moi. « Merci », parvins-je à dire, me dépêchant de sortir avant qu'elle ne puisse voir mes larmes. Juliette me paya le déjeuner dans notre sandwicherie préférée, me présentant un bracelet fait à la main en fils tressé dans mes couleurs préférées.
Pour ma meilleure amie, dit-elle en l'attachant à mon poignet. Que cette année t'apporte toute la liberté que tu mérites. En fin d'après-midi, une sensation d'appréhension s'était installée dans mon estomac alors que je rentrais à la maison. Une partie de moi voulait retarder l'inévitable, passer devant notre maison et continuer jusqu'à atteindre un endroit nouveau où personne n'aurait d'attente envers moi. Mais je tournais dans notre allée, remarquant que les 2 voitures de mes parents étaient déjà là où inhabituelles pour un jour de semaine. Au moment où j'entrais, je savais que quelque chose n'allait pas. Mes parents étaient assis dans le salon, leur posture formelle comme s'ils se préparaient à une réunion d'affaires plutôt que de saluer leur fille le jour de son anniversaire. Ma mère portait son visage de conversation difficile, les lèvres pressées en une ligne fine. Mon père avait son dossier de discussion financière sur la table basse. « Assieds-toi, Amélie » dit Marc, me faisant signe de la chaise en face d'eux, me plaçant comme une employée en cours d'évaluation. Je me perchai sur le bord du siège, mon sac à main toujours en bandoulière. Ta mère et moi avons examiné les finances du ménage, commença-t-il sans préambule, ouvrant son dossier pour révéler des impressions de ce qui semblait être mes transactions bancaires. Tes dépenses sont devenues intenables. Mes dépenses, répétai-je, la confusion supplantant momentanément l'anxiété. J'étais méticuleuse quant au respect du budget restrictif qu'ils imposaient, sautant souvent des repas pour que les chiffres correspondent. Marguerite interjeta, ce n'est pas seulement l'argent, bien que cela en fasse certainement partie. Ce sont tes choix de vie constamment décevants. Comme quoi, demandai-je, une sincère perplexité dans la voix. Ces âneries de design graphique pour commencer, dit Marc, sont méprisants. Nous avons été plus que patients, te permettant de t'adonner à cette phase artistique, mais la patience a des limites. Ce n'est pas une phase, dis-je, sentant la colère familière monter. C'est mon choix de carrière. J'y suis doué. Le professeur Duval dit que j'ai un réel talent. Le professeur Duval ne paie pas tes frais de scolarité, claqua mon père. Ni ne met de la nourriture sur ta table, ajouta ma mère. La dispute s'intensifia rapidement, abordant des sujets familiers, mes perspectives de carrière inadéquates, mon ingratitude supposée, mon incapacité à répondre à leurs attentes. Mais quelque chose était différent cette fois. Il y avait un ton définitif que je n'avais jamais entendu auparavant. Quand je fis remarquer que je serais financièrement indépendante après l'obtention de mon diplôme dans seulement 3 mois, Marc claqua sa main sur la table basse. « Tu n'es qu'un fardeau » cria-t-il, son visage rougissant. Toujours été. Ta mère et moi t'avons supporté pendant 22 ans, et qu'avons-nous à montrer? Une fille qui manque de respect à nos souhaits et gaspille notre argent durement gagné pour un diplôme inutile. Les mots frappèrent comme des coups physiques. On m'avait déjà qualifié de décevante, mais jamais de fardeau, jamais avec un tel mépris nu. Marguerite parla ensuite, sa voix d'une froideur arctique, « Nous avons fini de te soutenir, Amélie. » Complètement fini. Qu'est-ce que ça veut dire, demandai-je, ma voix à peine audible. Cela signifie que tu dois déménager, déclara Marc platement. Ce soir? Je l'ai regardé, certaine d'avoir mal entendu. Ce soir, comme maintenant? Le jour de mon anniversaire? La date est sans importance, dit Marguerite. Nous avons pris notre décision. Marc sortit une liste imprimée. Nous avons payé ton dernier mois de frais de scolarité. Ton assurance auto prend fin aujourd'hui. Ton téléphone restera sur notre forfait familial jusqu'à la fin du mois. Ta couverture d'assurance santé prend fin immédiatement. Chaque élément fut comme une autre porte qui se fermait brutalement. Mon esprit s'emballa pour calculer ce que cela signifiait, pas de maison, pas d'assurance santé, aucun moyen de payer mes dépenses du dernier mois. Vous ne pouvez pas simplement me jeter dehors sans avertissement, protestai-je, la panique montant dans ma poitrine. Nous pouvons et nous le faisons, répondit Marguerite. Tu es une adulte maintenant, Amélie, il est temps d'agir comme telle. Tu ne survivras jamais seule, ajouta Marc avec un geste méprisant. Pas avec ta mauvaise gestion financière et ton manque de compétences commercialisables. Nous nous attendons à ce que tu reviennes dans la semaine, prête à être transférée dans un programme d'affaires. Ils présentèrent leur ultimatum, partir ce soir avec dignité ou se conformer à leurs exigences concernant mon éducation et mon avenir. Le choix était clair. Malgré ma terreur, je ne renoncerai pas à mes rêves, pas même face à l'itinérance. Je courus à l'étage pour faire mes valises, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine fermer ma valise. Les larmes brouillaient ma vision alors que je prenais l'essentiel, sachant que je ne pouvais pas tout prendre. Tant d'objets étaient techniquement des cadeaux de mes parents,
qui révélait maintenant que ces cadeaux étaient assortis de conditions invisibles. Marc cria depuis les escaliers, « Tu as 30 minutes, Amélie. Tout ce qui est laissé derrière devient notre propriété. » J'appelais Juliette, à peine cohérente à travers mes larmes. « Ils me mettent à la porte là tout de suite. Est-ce que je peux rester avec toi juste pour cette nuit? » Bien sûr, répondit-elle sans hésitation. Je viens te chercher. Pas le temps, sanglotai-je. Ils m'ont donné 30 minutes. Je conduirai moi-même. J'entassai des vêtements, des articles de toilette et mon ordinateur portable dans 2 valises. Mon matériel de portfolio et mes fournitures artistiques sont allés dans mon sac à dos. Les photos de famille restèrent intactes, elles ne représentaient plus la vérité. Le cupcake au chocolat que je m'étais acheté était resté oublié sur le comptoir de la cuisine alors que je traînais mes bagages en bas. Mes parents les regardaient passivement, comme des étrangers observant une expulsion. La clé de la maison, exigea Marc en tendant la main. Je la détachai de mon porte-clés avec des doigts tremblants. Tu regretteras cette obstination, dit Marguerite alors que je luttais avec mes sacs. Quand tu seras prête à faire des choix sensés, tu pourras venir discuter des conditions de retour. Je ne reviendrai pas, dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix malgré mes larmes. Debout sur le porche avec mes maigres possessions, j'entendis le pêne de la serrure glisser en place derrière moi avec une finalité sinistre. La pluie commença à tomber alors que je chargeais ma voiture, trempant mes cheveux et se mêlant aux larmes sur mes joues. Joyeux anniversaire à moi. L'appartement de Juliette était minuscule, à peine assez grande pour elle et sa colocataire Camille, mais elles m'accueillirent sans hésitation. Je m'effondrai sur leur canapé usé, valise toujours emballée à côté de moi, incapable de traiter le changement sismique dans ma réalité. « Ils ne t'ont vraiment pas prévenu ?» demanda Camille en m'apportant une tasse de thé que je ne pouvais pas boire à cause de la boule dans ma gorge. « Aucune, chuchotai-je. 1 minute j'avais une maison, la minute d'après j'étais sans abri. » Juliette s'assit à côté de moi, son bras autour de mes épaules. « Tu n'es pas sans abri, tu restes ici aussi longtemps que tu en as besoin. » Mais nous savions toutes que leur petit appartement d'une chambre ne pouvait pas accueillir une 3e personne indéfiniment. Juliette et Camille partageaient déjà la chambre, avec Juliette dormant sur un matelas double coincé entre le mur et le lit de Camille. Cette première nuit, je restais éveillé sur leur canapé bosselé, fixant le plafond, alors que des questions tournoyaient comme des vautours. Comment paierais-je ma nourriture? Où vivrais-je après cet arrangement temporaire? Pourrais-je terminer mon diplôme? Que arriverait-il à ma santé si je tombais malade sans assurance? Je vérifiai mon application bancaire à 3 heures du matin, découvrant que mes parents avaient déjà retiré leur accès à mon compte. Le solde affiché était dévastateur, 237,48 €. Tout le reste avait été sur le compte joint qu'ils contrôlaient, maintenant inaccessible pour moi. Quand le soleil se leva enfin, je n'avais pas dormi du tout. Mes yeux brûlaient, ma gorge était à vif et ma poitrine me faisait mal à chaque respiration. Juliette me trouva toujours éveillé quand elle sortit pour son cours du matin. « Tu as dormi ?» demanda-t-elle, l'inquiétude creusant ses traits. Je secouai la tête. « Appelle le bureau d'aide financière dès la première heure », conseilla-t-elle en me serrant la main. « Ils doivent avoir des options d'urgence pour des situations comme celle-ci. » Le bureau d'aide financière de l'université ouvrait à 9 heures. J'attendais devant la porte à 8h30, serrant ma carte d'étudiant comme une bouée de sauvetage. Madame Lefebvre, une conseillère que je n'avais jamais rencontrée, écouta mon explication bégayante avec une sympathie professionnelle. Malheureusement, votre dossier d'aide financière répertorie toujours le revenu de vos parents, expliqua-t-elle. Pour vous qualifier d'étudiante indépendante, vous auriez besoin de prouver qu'ils ont complètement coupé les liens financiers. Ils l'ont fait, insistai-je, ils m'ont mise à la porte hier soir. Nous avons besoin de documentation, dit-elle gentiment, des formulaires fiscaux montrant que vous subvenez à vos besoins ou des papiers d'émancipation légale. Sans cela, vous êtes toujours considérée comme dépendante aux fins de l'aide financière. Je partis avec une pile de demandes de prêts d'urgence, d'opportunités de bourse et d'informations sur les programmes travail-études, mais rien qui ne résoudrait ma crise de logement immédiate ou ne paierait les frais de scolarité du mois prochain. Mon arrêt suivant fut mon travail au café, où je suppliai mon responsable pour des quarts supplémentaires. Je peux te donner 10 heures de plus, offrit-il après avoir entendu ma situation, mais c'est tout ce que le budget permet. 10 heures au salaire minimum ne couvriraient même pas la moitié de mes manuels, sans parler de la nourriture et du logement. Pendant ce temps, mon téléphone sonnait constamment avec des messages de mon père exigeant que je rende les biens familiaux en ma possession,
y compris mon ordinateur portable, un cadeau de fin d'études secondaires, et les valises elles-mêmes. Ma mère envoya des SMS aux membres de la famille élargie avec une histoire fabriquée sur ma phase rebelle et mon attitude ingrate, se positionnant comme des victimes d'une fille difficile. Au 3e jour de l'itinérance, je dormais 3 heures par nuit, me douchais dans les installations sportives du campus, rangeais mes bagages dans l'appartement de Juliette et essayais de maintenir mon emploi du temps de cours pendant que ma vie implosait. Le professeur Duval remarqua ma détérioration immédiatement. « Quoi qu'il se passe dans ta vie personnelle, cela affecte ton travail, dit-elle après le cours. Tes designs montrent de la distraction. Parle-moi, Amélie. » Je craquai dans son bureau, toute l'histoire humiliante se déversant entre les sanglots. Elle écouta sans interruption, puis offrit une aide pratique, une connexion au programme de logement d'urgence étudiant et un emploi potentiel sur le campus au département de design. Ton talent mérite d'être cultivé, dit-elle fermement, ne laisse pas des obstacles temporaires faire dérailler ton avenir. Une semaine après avoir été mise à la porte, je survivais, mais à peine. Le logement d'urgence de l'université avait une liste d'attente de 2 semaines. Mes demandes de prêt étaient en attente. Mon travail ne pouvait pas me fournir suffisamment d'heures, et une réalisation écrasante s'installait, je pourrais devoir abandonner l'université à seulement 3 mois de l'obtention de mon diplôme. Vint alors le coup de grâce. Après un double quart particulièrement épuisant, je vérifiai mon petit compte personnel pour le trouver gelé, avec une notification qu'un litige avait été déposé. Mes parents avaient d'une manière ou d'une autre convaincu la banque que le compte avait été ouvert frauduleusement, malgré le fait que mon nom était le seul dessus. Je m'assis dans le laboratoire informatique du campus, fixant l'écran avec incrédulité. C'est alors que Théo, de mon cours de design avancé, remarqua ma détresse. « Problème bancaire ?» demanda-t-il en posant son ordinateur portable à côté de moi. « Mes parents ont gelé mon seul compte », expliquai-je, trop vaincu pour cacher ma situation plus longtemps. Ils m'ont mise à la porte la semaine dernière et maintenant ils s'assurent que je ne peux pas accéder au peu d'argent qu'il me reste. Théo siffla doucement. C'est vraiment n'importe quoi. Après une pause, il ajouta, mon père a fait quelque chose de similaire quand j'ai fait mon coming out, a essayé de me contrôler financièrement quand le contrôle émotionnel ne fonctionnait pas. Comment as-tu géré ça, demandai-je. Pas toujours légalement, admit-il avec un sourire narquois, mais j'ai beaucoup appris sur les vulnérabilités de la sécurité financière dans le processus. Notre conversation se tourna vers les mesures de sécurité étonnamment lacunaires que la plupart des institutions financières employaient. Théo expliqua comment de nombreuses personnes réutilisaient des mots de passe sur plusieurs comptes, rarement changeaient les questions de sécurité, et laissaient des portes dérobées numériques grandes ouvertes. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leurs comptes sont vulnérables, expliqua-t-il, surtout les personnes âgées qui ont configuré leurs services bancaires en ligne il y a des années et n'ont jamais mis à jour leur sécurité. Une pensée commença à se former dans mon esprit, mes parents m'avaient fait configurer leur profil bancaire en ligne il y a des années, ils ont toujours eu du mal avec la technologie. Théo leva un sourcil. Ont-ils déjà changé ces mots de passe? Probablement pas, admis-je. Mon père utilise le même modèle de mot de passe pour tout, année de naissance plus nom de l'entreprise plus un point d'exclamation. Et utilise-t-il le même email pour les options de récupération? Je hochai la tête lentement, me souvenant comment j'avais lié leurs 2 comptes à l'email principal de mon père. Je dis ça comme ça, dit Théo prudemment, tu pourrais avoir plus d'accès que tu ne le réalises. Cette nuit-là, je reçus un email de mon père avec pour objet vos affaires. Le message était bref et cruel, nous avons commencé à faire don de tes biens abandonnés à Emmaüs. Tes livres enfantins et tes fournitures artistiques serviront à des œuvres caritatives méritantes. Peut-être cela t'enseignera-t-il la responsabilité. Mes livres d'enfants, mes fournitures artistiques collectionnées pendant des années, mon matériel de portfolio, tout cela jeté aussi désinvoltureusement qu'il m'avait jeté. Quelque chose s'endurcit en moi. S'ils pouvaient détruire ma vie sans avertissement ni remords, peut-être méritaient-ils de subir certaines de leurs propres conséquences. L'après-midi suivant, Théo et moi nous rencontrâmes dans un café hors campus, loin des réseaux universitaires. Il apporta son ordinateur portable et j'apportai ma colère et mon désespoir croissant. Avant de commencer, prévint-il, je dois être clair sur quelque chose, je ne t'aide pas à voler de l'argent ou à commettre une fraude. C'est le domaine de la prison. Je ne veux pas leur argent, l'assurai-je. Je veux juste qu'ils subissent une fraction des perturbations qu'ils m'ont causées. Théo hocha la tête, apparemment satisfait de ma réponse. Il y a une différence entre le piratage criminel et l'utilisation d'un accès légitime que tu as déjà.
concentrons-nous sur ce dernier. Pendant l'heure suivante, il expliqua comment les blocages de crédit fonctionnaient, la différence entre les alertes de fraude et les blocages de sécurité, et comment demander des processus de vérification qui étaient techniquement légitimes mais maximalement incommodes. La beauté d'un blocage de crédit, expliqua Théo, c'est que c'est une mesure de sécurité, pas du vandalisme. Tu protèges leur compte contre la fraude, juste de manière très approfondie. Je découvris, grâce à des recherches minutieuses, que mes parents vivaient largement à crédit, malgré leur apparence de richesse. Mon père louait sa voiture de luxe plutôt que d'en être le propriétaire absolu. Les habitudes de shopping de ma mère étaient soutenues par plusieurs cartes de crédit. Leur mode de vie projetait l'aisance tout en cachant des dettes substantielles. Les contrôleurs financiers ont souvent leurs propres problèmes d'argent, observa Théo, ils sont juste meilleurs pour les cacher. Plus j'en apprenais sur la situation financière de mes parents, plus leur vulnérabilité devenait claire. Tout leur statut social dépendait d'un accès continu au crédit, maintenant les apparences à tout prix. Après notre séance de stratégie, je recherchais les implications légales à la bibliothèque de l'université, ce qui constituait un accès illégal versus l'utilisation de titres que je possédais légitimement, où se situait la limite entre gêner quelqu'un et le harceler. Mon plan devait causer un maximum de perturbations sans tomber dans le domaine criminel. Lorsque je mentionnai mes recherches à Juliette ce soir-là, elle exprima son inquiétude. « Amélie, je comprends que tu veuilles qu'ils souffrent après ce qu'ils ont fait, mais la vengeance te maintient lié à eux. Est-ce vraiment ce que tu veux ? » Sa question me fit hésiter. « Je veux qu'ils subissent des conséquences, finis-je par dire. Ils pensent qu'ils peuvent simplement se débarrasser de moi sans répercussion. Fais juste attention, avertit-elle. Ne deviens pas la personne qu'ils t'ont accusé d'être. » Je passai le jour suivant à me préparer méticuleusement, utilisant les ordinateurs de l'université plutôt que mon ordinateur portable personnel. Je créai une adresse email sécurisée via un service axé sur la confidentialité. Je documentais la configuration originale des comptes avec laquelle j'avais aidé mes parents des années auparavant, établissant ainsi mon accès légitime. Je recueillis des preuves de leur mauvais traitement financier, y compris des SMS menaçant de me couper les vivres et des emails concernant les biens familiaux. Une rencontre avec Monsieur Dubois des services juridiques étudiants confirma ce que je soupçonnais, les méthodes d'expulsion de vos parents étaient légalement discutables. Les droits des locataires s'appliquent même aux membres de la famille, expliqua-t-il. Ils auraient dû vous donner un préavis écrit approprié, généralement de 30 jours. Cette information ne me ramènerait pas chez eux, mais elle valida mon sentiment d'injustice et renforça ma détermination. Grâce à des conversations prudentes avec des contacts mutuels, j'appris que mes parents avaient raconté à des amis de la famille que j'avais eu une crise de nerfs et déménagé volontairement après avoir fait des demandes déraisonnables. Cette campagne visant à protéger leur réputation en détruisant la mienne alimenta davantage ma détermination. Mon plan étant entièrement formé, j'attendis le moment parfait. Les dates d'échéance des paiements par carte de crédit tombaient généralement entre le 1er et le 5 du mois. Le paiement de la voiture de mon père était traité automatiquement le 3. Les frais d'adhésion au club de golf étaient facturés le 4. Le moment devait maximiser les inconvénients sans causer de dommages permanents. Le soir du 30, j'accédais au compte principal de carte de crédit de mes parents en utilisant le mot de passe que je savais qu'il n'avait pas changé, l'année de naissance de Marc plus le nom de son entreprise plus un point d'exclamation, exactement comme il l'avait utilisé pendant des années. Leur compte s'ouvrit immédiatement, confirmant que mon accès était toujours valide. Plutôt que de modifier directement leur compte, j'utilisais les fonctions de sécurité légitimes offertes par les sociétés de cartes de crédit elles-mêmes. Je signalais les cartes comme potentiellement compromises, pas annulées. Je demandais des phrases de sécurité sur leur rapport de crédit en utilisant leurs propres informations. Je modifiais les réponses aux questions de sécurité d'un seul caractère juste 9 pour causer des problèmes de vérification lorsqu'ils essaieraient de réinitialiser les choses, mais pas assez pour paraître malveillants. Chaque action était conçue pour créer une cascade d'inconvénients plutôt que des dommages permanents. Les cartes seraient temporairement suspendues en attendant l'émission de nouvelles cartes, les demandes de renseignements sur le crédit exigeraient des étapes de vérification supplémentaires, les paiements automatiques échoueraient en raison des changements de cartes. Je configurais des alertes via mon email anonyme pour surveiller les résultats de mes actions, puis m'assis en arrière pour attendre, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de culpabilité. Étais-je en train de devenir aussi manipulatrice que... Je repoussais cette pensée, me souvenant de mon anniversaire passé à charger des valises sous la pluie. Les résultats de mes actions se matérialisèrent plus vite que prévu. Le matin après avoir mis en œuvre mon plan,
je reçus un SMS de groupe transféré par ma cousine Sophie. Ma mère a envoyé un message à plusieurs membres de la famille, disant qu'elle avait d'étranges problèmes avec nos cartes. Marc pense que ce pourrait être un vol d'identité. Si quelqu'un a besoin de nous joindre, veuillez appeler plutôt que d'envoyer un SMS, car nous sommes occupés avec les banques toute la journée. L'après-midi même, les rapports de contact mutuels commencèrent à affluer. Ma mère avait reçu ses amis du club de jardinage dans un restaurant chic quand sa carte fut refusée. La carte de secours échoua aussi. Elle avait été forcée d'appeler un autre membre pour régler l'addition et une humiliation sociale qu'elle ressentirait vivement. Mon père connut sa propre gêne lorsque sa carte d'entreprise fut refusée lors d'un déjeuner avec des clients potentiels. Selon les potins de son assistante partagée avec la mère de Juliette, il avait été forcé de demander à un associé junior de payer, promettant un remboursement. Leur confusion s'intensifia en panique au cours des jours suivants. Par mon email de surveillance, je reçus les avis automatiques de leur tentative de plus en plus désespérée de réinitialiser les mots de passe et les questions de sécurité. Chaque tentative déclenchait des mesures de sécurité supplémentaires, nécessitant des vérifications téléphoniques qu'ils ne pouvaient pas passer parce que les informations de contact avaient été légèrement modifiées. Marc déposa un rapport de police pour suspicion de vol d'identité, ce qui ne mena à rien car aucune fraude réelle n'avait eu lieu. Les cartes étaient simplement gelées en attendant la vérification de sécurité ou toutes des mesures de protection légitimes. Le bureau de crédit exige des documents supplémentaires pour dégeler vos comptes, lisez une réponse automatisée à leur demande. Veuillez prévoir 3 à 5 jours ouvrables pour le traitement une fois que tous les documents sont reçus. Le moment ne pouvait pas être pire pour eux. Le 3 du mois arriva, et le paiement de la voiture de luxe de Marc n'a pas pu être traité en raison de la suspension de la carte. Cela a déclenché des frais de retard et un message automatique de la société de leasing. Le paiement du club de golf échoua de même le 4, entraînant un avis de suspension temporaire des privilèges d'adhésion en attendant le règlement. Grâce à la surveillance des réseaux sociaux et aux mises à jour de mes amis communs, je vis leur façade parfaite commencer à se fissurer. Ma mère annula son rendez-vous hebdomadaire au salon, prétextant un conflit d'horaire plutôt que d'admettre des difficultés financières. Mon père reprogramma des réunions avec des clients, citant des problèmes administratifs dans son cabinet. La perturbation financière commença à affecter leur statut social, la chose qu'ils valorisaient le plus. Les amis de Marguerite commencèrent à murmurer des problèmes d'argent. Les partenaires commerciaux de Marc remirent en question sa stabilité financière, se demandant si son cabinet de conseil était confronté à des problèmes. Leurs voisins remarquèrent des disputes accrues à travers les fenêtres ouvertes, alors qu'ils se blâmaient mutuellement pour la négligence en matière de sécurité. Pendant tout ce temps, ils restèrent complètement ignorants de mon implication, se croyant victimes d'un crime financier aléatoire ou de panne du système. Alors qu'une partie de moi aimait regarder leur monde parfaitement contrôlé sombrer dans le chaos, une autre partie se sentait de plus en plus vide. Juliette remarqua ma vérification obsessionnelle des mises à jour sur la situation de mes parents. Tu passes plus de temps à suivre leurs problèmes qu'à te concentrer sur la résolution des tiens, observa-t-elle un soir alors que je rafraîchissais mon email pour la 10e fois. Elle avait raison. Mes notes souffraient de mon attention divisée. Mon rendement au travail avait diminué en raison de l'épuisement et de la distraction. La vengeance même qui avait initialement semblé donner du pouvoir me consommait maintenant, me maintenant émotionnellement attaché aux personnes qui m'avaient rejeté. La satisfaction de les voir lutter était aussi mêlée d'une culpabilité inattendue, malgré tout, ils restaient mes parents. Lorsque j'appris que leur mariage souffrait sous la contrainte financière, avec Marguerite menaçant de rester chez sa sœur jusqu'à ce que Marc arrange ce désordre, je sentis un coup de remords. Le plus préoccupant fut de réaliser que je reconnaissais mon propre comportement, la planification méticuleuse, le timing stratégique pour un impact maximal, la manipulation émotionnelle que j'employais et les mêmes tactiques que mon père avait utilisées tout au long de mon enfance, juste dirigées différemment. Tu regardes ce téléphone comme ton père regardait ses relevés financiers, dit Juliette tranquillement, tout calculé et froid. Ces mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Ma colère justifiée m'avait-elle transformé en ce que je méprisais ? 2 semaines après le début de mon plan de vengeance, je reçus des nouvelles qui auraient dû être excitantes. J'avais été approuvé pour un logement étudiant d'urgence et un emploi sur le campus qui couvrirait les dépenses de base. Le professeur Duval m'avait recommandé pour un stage d'été prestigieux qui pourrait lancer ma carrière. Ces développements offraient un chemin à suivre, un moyen de survivre et finalement de prospérer malgré l'abandon de mes parents. Pourtant, je me retrouvais plus concentré sur les dernières mises à jour concernant les problèmes commerciaux de mon père que sur ses développements positifs dans ma propre vie.
La prise de conscience fut édifiante, ma vengeance ne guérissait pas ma douleur, elle la prolongeait, gardant la blessure ouverte et infectée. Le programme de logement universitaire me plaça dans un petit studio dans un logement pour étudiants de cycle supérieur, disponible en raison d'un abandon en milieu de semestre. Bien qu'à peine plus grand qu'une chambre d'étudiant, il offrait quelque chose d'inestimable, la stabilité. Pour la première fois depuis des semaines, je déballais complètement mes valises, ne vivant plus d'un arrangement temporaire à l'autre. Mon emploi sur le campus au département de design me fournissait suffisamment d'heures pour couvrir les nécessités de base. Je conçus des supports promotionnels pour les événements universitaires, obtenant des pièces pour mon portfolio tout en gagnant assez pour les courses et les produits essentiels. Le professeur Duval avait usé de ses relations pour créer ce poste spécifiquement pour moi, un acte de gentillesse qui contrastait fortement avec la cruauté de mes parents. Grâce au programme de logement d'urgence, je rencontrais d'autres étudiants avec des histoires similaires de rejet familial ou de crise financière. Léo avait été renié après avoir changé de religion, Chloé subvenait à ses propres besoins après avoir échappé à un foyer abusif. Leur résilience m'inspira, surtout parce qu'ils se concentraient sur la construction de leur avenir plutôt que sur la punition de ceux qui les avaient blessés. Le centre de conseil de l'université offrait des séances de thérapie gratuites aux étudiants en crise. Initialement réticente, j'ai finalement pris rendez-vous après l'insistance douce de Juliette. Le docteur Leclerc, une femme calme aux yeux doux, écouta mon histoire sans jugement. Ce que tu as vécu était une profonde trahison, reconnut-elle. Ta colère est tout à fait légitime. Alors pourquoi est-ce que je me sens plus mal plus je me venge d'eux, demandai-je. Parce que la vengeance maintient la relation en vie, juste sous une forme différente, expliqua-t-elle. Tu leur permets toujours d'occuper ton énergie émotionnelle, ton temps, tes pensées. La vraie liberté vient de la rupture de cette connexion, pas seulement de son inversion. Ces mots résonnèrent, mais je n'étais pas prête à lâcher prise complètement, pas encore. Je continuais à surveiller la situation de mes parents tout en essayant de reconstruire ma vie, un pied dans chaque monde. Mon professeur d'art, le docteur Fournier, m'offrit une autre perspective lors d'une révision de portfolio. Après avoir examiné mon travail récent, il s'assit avec une expression préoccupée. Tes compétences techniques restent excellentes, Amélie, mais ces pièces récentes manquent de ta profondeur émotionnelle habituelle. Elles semblent mécaniques. Je n'avais pas réalisé que mon tourment intérieur se manifestait dans mon travail. J'ai eu beaucoup de choses à gérer personnellement, expliquai-je vaguement. L'art exige de la présence, dit-il gentiment. Lorsque nous sommes consumés par les blessures passées ou les anxiétés futures, notre voix créative s'étouffe. Ce qui te tire en arrière doit être libéré avant que tu puisses avancer authentiquement. Ce soir-là, alors que je vérifiais compulsivement mon email de surveillance pour les mises à jour sur la confusion financière continue de mes parents, le commentaire désinvolte d'une camarade de classe me frappa profondément. Tu consultes cet email plus souvent que les réseaux sociaux, observa Roman alors que nous travaillions sur un projet de groupe. Ce doit être quelque chose d'assez important. Je réalisais avec une clarté saisissante l'ampleur de l'espace mental que mon plan de vengeance occupait encore. Alors que les vies de mes parents avaient été temporairement perturbées, la mienne était restée définitivement altérée par leur rejet et ma réaction à celui-ci. Ils finiraient par régler leurs problèmes financiers, mais je risquais de définir ma nouvelle indépendance entièrement en fonction de ma relation avec eux, même si cette relation était désormais basée sur la représaille. Cette nuit-là, je m'assis dans mon minuscule studio et évaluai vraiment mes options. Je pouvais continuer à surveiller et à maintenir les obstacles financiers que j'avais créés, prolongeant ainsi leurs difficultés et mon propre enchevêtrement émotionnel. Ou je pouvais choisir de me concentrer entièrement sur la reconstruction de ma vie, investissant cette même énergie dans mon avenir plutôt que dans leur punition. La décision se cristallisa lorsque je reçus un email du prestigieux cabinet de design où le professeur Duval m'avait recommandé pour un stage d'été. Il demandait un entretien et une révision de portfolio la semaine prochaine. Cette opportunité pourrait lancer ma carrière, mais seulement si j'arrivais concentrée et préparée, non distraite par la vendetta. Je fis mon choix. En utilisant le compte email anonyme que j'avais créé, j'envoyais des instructions détaillées pour dégeler les comptes et réinitialiser les paramètres de sécurité ou des informations qui permettraient à mes parents de restaurer leur accès financier sans révéler mon implication. Je programmais l'envoi automatique de l'email dans 2 jours, offrant une solution qui semblerait provenir des institutions financières elles-mêmes. Quand je racontai ma décision à Juliette, elle me serra fort dans ses bras. « Je suis si fier de toi », chuchota-t-elle. Cela demande plus de force que de continuer, la vengeance n'en aurait jamais eu. Lâcher prise ne fut pas facile.
Une partie de moi voulait toujours qu'ils souffrent plus longtemps, qu'ils comprennent pleinement la dévastation qu'ils avaient causée. Mais je reconnus qu'aucune quantité d'inconvénients financiers ne pourrait jamais leur faire véritablement comprendre le préjudice émotionnel de leur rejet. Certaines leçons qu'ils n'apprendraient jamais, et accepter cela faisait partie de ma propre guérison. Ma décision prise, je redirigeai entièrement mon énergie vers la construction de ma nouvelle vie. Je postulai pour des bourses supplémentaires spécifiquement destinées aux étudiants indépendants, obtenant suffisamment de fonds pour couvrir mes frais de scolarité du dernier semestre. Mon portfolio pour l'entretien de stage reçut toute mon attention, aboutissant à des designs que le docteur Fournier décrivit comme ton travail le plus authentique à ce jour. L'offre de stage d'été arriva, offrant à la fois une expérience professionnelle et une modeste allocation qui me permettrait de maintenir mon indépendance pendant les mois d'été. Je trouvai un logement abordable hors campus avec 2 autres étudiantes en design pour le semestre suivant, assurant une stabilité au-delà de ma période de logement d'urgence. Ma première véritable célébration d'anniversaire paisible eut lieu 3 semaines plus tard, lorsque Juliette organisa une fête surprise avec mes nouveaux amis du logement et du travail. Pas de cadeaux élaborés ni de restaurant chic, juste des liens authentiques et un gâteau au chocolat dans notre petite salle commune. Pour la première fois depuis des années, j'éteignis les bougies entourées de personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais. Ce soir-là, je reçus un email inattendu d'un propriétaire de galerie qui avait assisté à la présentation étudiante de notre département. Il exprima son intérêt à inclure 2 de mes œuvres dans une exposition à venir présentant des artistes émergents. Cette opportunité n'était pas venue par des liens familiaux ou des privilèges financiers, mais uniquement par la reconnaissance de mon talent. Au fur et à mesure que le printemps laissait place à l'été, je me sentis de plus en plus libéré de la colère qui m'avait initialement animé. J'avais encore des jours difficiles et des moments de chagrin pour la relation familiale que j'avais perdue, mais je ne me définissais plus principalement comme leur fille rejetée ou une vengeresse astucieuse. Je devenais Amélie la designer, Amélie l'amie, Amélie la survivante des identités construites sur mes propres fondations plutôt qu'en réaction à leur traitement. 1 an après avoir été mise à la porte le jour de mon anniversaire, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. J'obtins mon diplôme avec mention, malgré les obstacles financiers, marchant sur la scène tandis que Juliette et mes nouveaux amis applaudissaient bruyamment depuis le public. Aucun membre de ma famille n'y assista, mais leur absence ne définissait plus l'expérience. Mon stage d'été s'était converti en un poste de designer junior dans un petit mais respecté cabinet, offrant un revenu suffisant pour une vie modeste mais stable. Je partageais un appartement avec Juliette et Romane, nos ressources combinées créant un foyer chaleureux rempli de créativité et de soutien mutuel. La littératie financière était devenue une priorité, presque une obsession. Je suivais chaque euro, bâtissais un fonds d'urgence et établissais mon crédit en mon nom, déterminé à ne plus jamais être financièrement vulnérable. Ma relation avec l'argent devint intentionnelle plutôt que réactive, axée sur la sécurité plutôt que sur le statut. Les mises à jour occasionnelles concernant mes parents me parvenaient toujours par des contacts mutuels, bien que je ne cherchais plus ces informations. Il s'était finalement rétabli des perturbations financières, blâmant les pannes du système et les services de protection contre le vol d'identité plutôt que de jamais soupçonner mon implication. Leur tentative de me contacter avait augmenté après la stabilisation de leur situation financière, les messages oscillant entre des demandes de réconciliation à leurs conditions et des références culpabilisantes à l'obligation familiale. J'ai maintenu un contact très limité, répondant aux communications directes par des messages brefs et neutres qui établissaient des limites claires. Quand Marc exigea le retour d'héritages familiaux qu'il prétendait être en ma possession, je répondis simplement que j'avais pris seulement mes affaires personnelles en partant. Quand Marguerite suggéra un nouveau départ sans reconnaître aucune faute, je refusai poliment mais fermement. Mes séances de thérapie continuèrent, se concentrant moins sur la gestion de crise immédiate et plus sur la guérison à long terme. Le docteur Leclerc m'a aidé à reconnaître les schémas familiaux malsains à éviter de reproduire, particulièrement autour de l'argent et du contrôle. Rompre les schémas générationnels demande un effort conscient, expliqua-t-elle lors d'une séance. La prise de conscience est la première étape, mais de nouveaux comportements cimentent le changement. Cette prise de conscience influença toutes mes relations. Je devins attentive aux dynamiques de pouvoir, prenant soin de ne pas reproduire les tendances dominatrices de mon père ou la manipulation émotionnelle de ma mère. Je pratiquais la communication directe, des limites raisonnables et l'expression authentique des besoins ou des compétences qui avaient été activement découragées dans ma famille d'origine. Mon cercle d'amis s'élargit au-delà de Juliette pour inclure des personnes qui soutenaient ma croissance plutôt que de la limiter. Camille du logement d'urgence devint une amie proche après que nous eûmes découvert des intérêts communs pour la photographie et la randonnée. Théo,
dont les conseils techniques avaient permis ma vengeance, devint un confident de confiance qui comprenait le rejet familial de première main. Le plus surprenant fut mon rôle grandissant de mentor auprès d'autres étudiants confrontés à l'éloignement familial. Lorsque la directrice du programme de logement me demanda si je voulais parler à une nouvelle étudiante dont les parents l'avaient coupée financièrement, j'acceptai sans hésitation. Partager mon expérience et mes stratégies de survie pratique donna un sens à mon douloureux parcours. Les relations avec ma famille élargie exigèrent un recalibrage prudent. Ma cousine Sophie me contacta en privé après avoir entendu des versions contradictoires de mon départ. L'histoire de tante Marguerite semblait bizarre, admis-elle, je voulais entendre ta version. Notre conversation mena à une reconnexion hésitante, suivie par des prises de contact similaires d'autres parents remettant en question le récit officiel. Ces relations se développèrent selon mes propres termes, avec des limites claires et un respect mutuel, plutôt que l'obligation et la performance que mes parents avaient exigées. À l'approche de l'anniversaire de mon expulsion le jour de mon anniversaire, Juliette suggéra une célébration pour reconquérir cette date. Pas une fête de la pitié, insista-t-elle, une fête de la liberté, marquant un an d'indépendance. Le rassemblement devint une étape importante, une opportunité de réfléchir au chemin parcouru, entouré d'amis devenus une famille choisie. L'anniversaire douloureux qui avait semblé être une fin avait en fait été un début, dis-je au petit groupe assemblé dans notre appartement. Je pensais que perdre le soutien de mes parents me détruirait. Au lieu de cela, cela m'a forcé à découvrir des forces que je ne savais pas posséder. La leçon la plus profonde de cette année tumultueuse fut de comprendre que le rejet de mes parents reflétait leurs limites, pas ma valeur. Leur incapacité à aimer inconditionnellement, à soutenir mes rêves, à me voir comme une personne plutôt que comme une extension d'eux-mêmes était leur échec, pas le mien. La vengeance qui avait initialement semblé si satisfaisante n'avait fourni qu'un soulagement temporaire. La vraie guérison ne venait pas de les faire souffrir, mais de construire une vie qu'ils n'avaient pas le pouvoir de détruire. Chaque réussite obtenue par mes propres efforts, chaque lien authentique formé sans manipulation, chaque moment de joie vécu selon mes propres termes devint une brique dans les fondations de ma nouvelle vie. J'avais aussi appris la vérité compliquée que la colère pouvait être à la fois un carburant et un poison. Au début, elle m'avait propulsé en avant quand le désespoir aurait pu m'accabler, mais si accroché aurait fini par corrompre mon esprit, me transformant en une image miroir de ce que je méprisais. Le jour de mon 23e anniversaire, célébré avec ma famille choisie dans notre confortable appartement, je fis un vœu en soufflant mes bougies, non pas pour que mes parents souffrent, mais pour que mon propre cœur continue de guérir, de rester ouvert à la joie malgré les blessures passées. Ce soir-là, j'écrivis dans mon journal, il y a un an, je pensais que ma vie se terminait. Aujourd'hui, je comprends qu'elle ne faisait que commencer, selon de nouvelles conditions. Les personnes qui auraient dû m'aimer le plus ne pouvaient pas ou ne voulaient pas, mais cela ne m'a pas empêché de trouver l'amour, de construire une communauté et de créer une vie alignée avec mes valeurs plutôt que leurs attentes. La plus grande vengeance n'est pas de faire souffrir les autres, c'est de refuser de laisser leur cruauté te définir. Avez-vous déjà vécu un rejet familial ou un contrôle financier comme Amélie? Comment l'avez-vous géré? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous pour soutenir plus de contenu sur le dépassement des traumatismes familiaux et la construction de l'indépendance. Et souvenez-vous, parfois la famille que nous choisissons devient plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Merci d'avoir écouté mon parcours et je vous souhaite de la force face aux défis que vous rencontrez aujourd'hui.